Bienvenue à tous, bienvenue à notre cycle de conférences. Ce cycle de conférences comporte déjà de nombreux opus, dont déjà plusieurs de Patrick Demouy que nous accueillons aujourd'hui, et je vous laisse le temps de noter les numéros des conférences dont les sujets vous intéressent. Vous pouvez aussi trouver le lien direct avec le QR code pour nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Ce cycle se poursuit avec une programmation spéciale en cette année anniversaire des 10 ans de l'inscription au patrimoine mondial. Voici par avance les thèmes que nous allons couvrir, toujours en lien avec ce qui fait la singularité de la Champagne, ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle. En octobre, nous allons prendre de la hauteur pour quitter la Champagne et monter à la hauteur du patrimoine mondial. Et nous avons l'honneur de recevoir Madame Irena Caquet, directrice du Centre du patrimoine mondial, et Madame Chloé Campo de Motozon de l'ABFPM, Association des biens français inscrits au patrimoine mondial. Elles nous présenteront respectivement la notion euh, fondamentale de valeur universelle exceptionnelle, le rôle de gardien du bien inscrit et les enjeux du patrimoine mondial en cette année 2025. En novembre, Jean-Luc Barbier, président du Conseil scientifique et ancien directeur du Comité Champagne, nous racontera l'épopée de l'appellation et de l'interprofession qui figure dans le dossier de candidature. En décembre, c'est un docteur en physique de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et de l'Institut Georges Chapaz, Monsieur Gérard Liger-Belair, qui nous présentera ses secrets de bulles. Je veux revenir néanmoins sur cette année anniversaire dont nous faisons une programmation spéciale pour le cycle de conférences. Nous avons commencé à célébrer cet anniversaire le 18 janvier et il va se dérouler sur l'ensemble de l'année jusqu'au mois de décembre et jusqu'aux Habits de Lumière à Épernay le 12 décembre 2025. Et donc, je vous propose de voir les rendez-vous qui vous sont donnés pour célébrer les 10 ans de l'inscription partout sur le territoire, ouverts à tous et qui s'étalent tout au long de l'année. Donc, toute l'année et dans tout le territoire, voici ce qui se passe en septembre. Vous pouvez nous rejoindre au Relais du Goût et d'ailleurs, Patrick donnera cette conférence. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de voir la vidéo en entier, en octobre. Et puis, je vous propose aussi novembre et décembre. Alors, j'en viens à accueillir mon conférencier. Pour ça, pour sa conférence qui a donc lieu dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025 et dans le cadre spécial des 10 ans de l'inscription. Et donc le titre est À tout seigneur, tout honneur, le vin des sacres. Et Patrick va nous parler du sacre qui a évidemment lieu à Reims, à la cathédrale de Reims. À l'occasion des Journées du patrimoine 2025, donc Patrick médiéviste et professeur émérite de l'Université de Reims et membre du conseil scientifique de la mission, poursuit son parcours dans notre cycle de conférences pour nous faire entrer au cœur de la cérémonie des sacres et du festin qui suivait. Depuis des temps immémoriaux, je reprends son introduction, le vin souligne le statut, le rang social de celui qui le consomme et le dispense. S'il est une table où le vin ne doit jamais manquer, c'est la table royale. Alors évidemment, plus encore, lors des festins royaux donnés lors du sacre. Les archives, dont les archives comptables des sacres, révèlent la diversité et l'évolution des vins servis au festin du sacre. Euh, Grenache espagnol, vin de Beaune, vins locaux, puis vins de rivière et de champagne. Dès le XVIIIe siècle, le champagne mousseux apparaît. Il y gagne ses lettres de noblesse. Reims devient alors la ville des sacres et du champagne. Et le champagne y gagne le titre de roi des vins et vin des rois. Et il devient le symbole de la célébration. C'est cette dimension symbolique qui constitue le patrimoine immatériel reconnu par l'UNESCO,
un des trois critères sur lesquels s'appuie la valeur universelle exceptionnelle des coteaux, maisons et caves de Champagne, inscrit il y a tout juste 10 ans, le 4 juillet 2015. À toi la parole et merci Patrick. Merci Anne pour cette introduction. Effectivement, s'il est une table où le vin ne doit jamais manquer, c'est la table royale, et puis en quantité et en qualité. La présence d'un bouteiller est attestée depuis l'époque carolingienne parmi les grands officiers du palais, c'en est le témoignage le plus clair, avec le chancelier, le sénéchal, le chambrier. Le bouteiller appartient à l'entourage immédiat du souverain. Au XIe, XIIe siècle, par exemple, on le voit témoin des actes royaux, il est souscripteur des actes officiels parmi ceux qui entourent le roi lorsqu'il prend ses décisions dans la chancellerie. Alors le bouteiller tire son nom de la bouticula. Alors bouticula, nous traduisons par bouteille, mais au Moyen Âge, époque où on ne conservait pas le vin en bouteille, mais en tonneau, bouticula, ça désigne plutôt la carafe utilisée pour le service, après qu'elle ait été remplie au tonneau. Sur l'image que je vous montre, nous apercevons dans le fond, sur la desserte, justement, ces carafes préparées pour le service des convives. Alors, le nom de l'office de bouteiller est trompeur parce que le bouteiller ne servait pas à table, ça c'était le rôle des échansons. Le bouteiller était celui qui administrait les vignes du roi. Et on sait que le roi Henri Ier avait des vignes sur la montagne Sainte-Geneviève. Le Clos du Roi est encore signalé au XIIIe siècle. Bon, évidemment, ces vignes ont disparu avec le développement de l'urbanisme parisien. Et Louis VI avait aussi un cellier à Poissy. Alors, l'office de bouteiller ne se limitait pas aux vignes, s'étendait aussi aux autres propriétés, finalement à la gestion financière du royaume, ce qui explique donc l'intérêt qu'avaient les grandes familles pour ce poste à responsabilité qui était dans l'entourage immédiat du roi. On peut dire que dès le XIIIe siècle, le bouteiller a cessé de s'occuper vraiment des vignes et des caves, mais on voit apparaître alors un maître des garnisons, garnisons de vin, entendons gar- par garnison les caves, les celliers du palais. Alors nous voyons ici une très belle image représentant le roi Charles V accueillant son oncle, l'empereur Charles IV du Saint-Empire, en présence à gauche de l'image de l'archevêque de Reims Richard Pic. Nous sommes en 1377 et cela donne une très bonne idée du prestige de la table royale à ce moment-là. Alors, table royale, mais le maître des garnisons doit aussi assurer le vin au roi qui se déplace. Alors ça n'est pas une sinécure. Vers 1400, le roi a besoin chaque année de 9 à 10 000 hectolitres, auxquels il faut ajouter 6 000 à 8 000 hectolitres pour l'hôtel de la reine, soit un total de 15 à 18 000 hectolitres. C'est assez faramineux. Alors ça suppose bien sûr des achats, parce que le roi ne boit pas que son vin, même s'il y a du vin dans les environs de Paris à cette époque. Alors le roi bien sûr pas tout seul. Le roi et ses commensaux. Les quantités ne se justifient que par le nombre de familiers, de serviteurs à la cour, alors, dont la consommation quotidienne dépasse allègrement les 2 litres. Alors ça peut nous paraître un peu excessif, pas par les temps qui courent, il ne faudrait peut-être pas trop s'en vanter, mais enfin, c'est un fait bien connu que l'eau, au Moyen Âge, est toujours polluée dans les villes, que ce soit l'eau des puits ou même l'eau de la Seine à Paris. Bon, il est fortement déconseillé de boire de l'eau pure. Et donc le vin apparaît nécessaire pour lutter autant que faire se peut contre les miasmes. Alors les hommes, femmes et enfants boivent du vin tous les jours, du matin au soir, plus ou moins coupé d'eau. Un vin qui n'est pas très alcoolisé compte tenu des moyens de vinification de l'époque. Dans nos régions, c'était de l'ordre de 7 à 8 degrés donc, et coupé d'eau. Mais tout de même, ça fait effectivement des quantités qui, aujourd'hui, nous paraîtraient peut-être excessives. Alors, en dispensant généreusement le vin à sa cour, le roi assume le rôle de nourricier que lui attribuent les croyances ancestrales. Il montre la fertilité de la terre qu'il gouverne et évidemment sa générosité. Alors, le don appelle le contre-don. Offrir du vin au roi est une marque d'honneur.
Et quand il arrive à Reims, à la veille de son sacre, nous avons ici l'arrivée de Louis XV, le roi est accueilli aux portes de la ville par des notables porteurs de présents, des présents choisis parmi les spécialités locales, les fines toiles et serviettes, les pains d'épices, les nonnettes, les biscuits, les poires de Rousselet, c'était une des célébrités. La poire de Rousselet, une petite variété rougie sur le côté exposée au soleil, que l'on faisait sécher, poire tapée, poire confite, et qui était délicieuse. Les poires de Rousselet ont quasiment disparu. Enfin, il y a encore un poirier dans le jardin de l'hôtel Le Vergeur, quelques-uns ici ou là, mais ces poires de Rousselet ont été victimes de la standardisation de la production contemporaine. Et puis, bien sûr, à côté des nonnettes, des pains d'épices et des poires, on offrait du vin. Et bien sûr, les clés. C'est ce qu'on voit sur cette image. Alors, la remise des clés, accompagnée d'un petit compliment. Sire, nous vous offrons ce que nous avons de meilleur, nos vins, nos poires et nos cœurs. Pour le sacre de Louis XV que nous voyons ici, les comtes font état de 6000 flacons marqués aux armes de la ville. Le roi en a reçu 16 douzaines, le régent 8, les princes du sang 6, et ainsi de suite, jusqu'aux évêques et aux gens de distinction qui n'ont reçu qu'une douzaine. Voilà. Et dans ces présents, le vin mousseux, nous y reviendrons tout à l'heure, prend place à côté du vin tranquille. Euh, pour le sacre de Charles X, il y a 200 ans, en 1825, le roi a reçu 60 bouteilles de vin rouge. Le vin rouge, euh, 1811, ah, c'est le fameux vin de la comète. Une année qui est restée dans toutes les mémoires, un millésime tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, certaines maisons de champagne, pendant longtemps et encore pour certaines aujourd'hui, ont gardé une comète sur leur étiquette, voire sur le miroir du bouchon, pour rappeler la qualité tout à fait extraordinaire de ce vin de 1811, dont il ne reste malheureusement plus, à ma connaissance, quelques flacons à déguster. Et à côté de ce vin rouge, le roi a reçu des 40 bouteilles de blanc sec, donc de vin tranquille sec, 44 bouteilles de crément et 44 bouteilles de mousseux. Nous le voyons au sommet de ce petit document avec les autres présents qui ont été offerts aux dignitaires et puis les fameuses croquettes, pain d'épices, etc., nonnettes et compagnie. Alors, mousseux crément, oui, nous en reparlerons aussi tout à l'heure à propos du banquet. On distinguait pendant longtemps deux types de champagne effervescent. Le crément avait une mousse plus légère, dite crémeuse, correspondant à une moindre pression dans la bouteille. Il était plutôt utilisé pour être servi au cours d'un repas. Et le mousseux, évidemment, est plus proche du champagne que nous connaissons aujourd'hui. Mais comme vous le savez, les vignerons, les maisons ont abandonné depuis quelques dizaines d'années l'appellation crément pour la laisser aux autres régions françaises qui produisent des vins effervescents. On parle de crément de Bourgogne, de crément d'Alsace, etc., à condition que, de leur côté, ils ne mentionnent pas sur la bouteille la méthode champenoise. Voilà, tout le monde y trouve son compte. Alors, entré dans la ville, le roi se rendait à la cathédrale où l'attendait l'archevêque et son chapitre afin de s'y recueillir, puis il prenait son gîte au palais épiscopal, conformément aux coutumes féodales. Le droit de gîte, évidemment, c'est le droit que le vassal, l'archevêque-duc de Reims était un grand vassal du roi, doit à son suzerain. L'archevêque avait l'obligation de loger, de nourrir le suzerain et sa suite, ce qui n'était pas une sinécure, et une chambre lui était réservée dans l'aile sud du palais du Tau, que nous connaissons toujours. C'était à l'extrémité droite du petit dessin que vous voyez. La chambre royale donnait sur ce qui est aujourd'hui la bibliothèque Carnegie. Alors, en venant se faire sacrer à Reims, bien sûr, le roi faisait mémoire du baptême de Clovis, considéré à juste titre comme l'acte fondateur du royaume des Francs. En venant à Reims, il suivait l'exemple de Louis le Pieux,
qui en 816 avait choisi Reims pour le sacre impérial afin de marquer la continuité entre dynastie mérovingienne et dynastie carolingienne. N'oublions pas que Clovis et Louis Clodovicus est exactement le même nom et que cela marque ainsi la continuité royale, renouvelée 18 fois, puisque c'est le nom qui a été, comme vous le savez, le plus porté par les rois en France. Après, il y a Charles, évidemment, en mémoire de Charlemagne. Et donc, jusqu'en 1825, pendant un millénaire, 33 rois ont ainsi renoué la chaîne des temps. Trois dans l'abbatiale Saint-Remy, où repose toujours l'apôtre des Francs, et 30 dans la cathédrale, dont 25 à partir de 1223 dans le grand édifice gothique que nous admirons encore. Alors, cette grande cathédrale était un chantier tout à fait extraordinaire qui nécessitait d'importantes ressources financières et celles-ci provenaient pour l'essentiel des fonds propres du clergé. Archevêques et chanoines disposaient de droits seigneuriaux, disposaient de propriétés foncières, parmi lesquelles les vignes tenaient une bonne place. On peut dire que la cathédrale est le fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes, pour reprendre une expression de la liturgie. Et dès lors, il n'est pas étonnant de retrouver dans son décor des feuilles de vigne, des grappes de raisin. Sur cette image, nous sommes au portail sud de la grande façade occidentale. On voit des étourneaux qui sont en train de becqueter des grappes de raisin d'un feuillage d'une remarquable finesse. Et puis, parmi les très rares chapiteaux historiés, il y a, nous sommes près du Petit Orgue, pour ceux qui voudraient le retrouver, un chapiteau qui représente une scène de vendange, ou plus exactement, je pense, l'arrestation d'un maraudeur par un garde. Vous voyez, le personnage qui est à droite euh, appréhende, au sens propre du terme, met la main sur l'épaule d'un homme qui tient à la main un couteau et il semble se disputer le panier chargé de raisins. Bon, utile l'avertissement à respecter les biens de l'Église, on ne s'en prend pas aux biens de Notre-Dame et sur lesquels repose une partie de sa richesse. Alors, dans la longue cérémonie du sacre, qu'il est hors de propos d'analyser ici, il y a d'excellents livres sur le sujet, deux oraisons doivent retenir notre attention. Je cite, que Dieu Tout-Puissant te donne la rosée du ciel, et qu'une terre grasse produise abondance de froment, de vin et d'huile. Ou encore, que le Tout-Puissant te bénisse des bénédictions qui descendent du ciel sur les montagnes et les collines, et des bénédictions d'en bas sur la surface de la terre, des bénédictions des mamelles, des vignes et des fruits. Ces expressions qui peuvent nous sembler un peu archaïques proviennent effectivement du livre de la Genèse. Elles sont tirées très directement de la bénédiction de Jacob par Isaac, de la bénédiction de Jacob sur ses fils. Au fond, ces bénédictions d'anciens patriarches font reposer la prospérité du royaume sur le blé, pardon, le vin et l'huile. Blin, oh, décidément, ma langue a décidé de fourcher. Tu peux recommencer, Camille. On On va va recommencer. recommencer. Pardon. Voilà. Ces bénédictions reproduisent les bénédictions des anciens patriarches qui font reposer la prospérité du royaume sur le blé, sur le vin et sur l'huile. Bon, c'est une trilogie méditerranéenne, évidemment adaptée à la terre promise. C'est un peu plus difficile de la considérer pertinente pour nos régions septentrionales où l'huile d'olive ne coule pas à flot. Mais ça fait partie des références vétérotestamentaires qui sont très nombreuses dans la liturgie du sacre. Et n'y voyons pas que des vœux pieux, cette prospérité, mais le reflet de croyances enfouies dans les profondeurs des sociétés traditionnelles pour lesquelles le roi, selon l'expression des anthropologues, est un roi cosmique. C'est une idée qui transparaît d'ailleurs dans son manteau constellé de constellations, puis
d'étoiles ou de fleurs de lys par la suite, hein, tenant droit le sceptre, le roi est l'axe du monde terrestre autour duquel tourne le ciel avec la succession des saisons d'une façon générale. Dans les sociétés anciennes, le roi est considéré comme un intermédiaire entre les hommes et la divinité. Il est responsable du déroulement normal des rythmes cosmiques. On attend de lui qu'il assure la venue de la pluie, du soleil au bon moment, que les femmes soient fécondes, que les maladies ne viennent pas compromettre la fertilité. Et le roi fait repousser les moissons sur son passage. Cette croyance est toujours vivante au XIIIe siècle, en faveur de Philippe Auguste, après la bataille de Bouvines, qui avait ravagé à la fin du mois de juillet les promesses d'une récolte qui se révéla néanmoins abondante, hein, et encore au XVe siècle. Alors là, nous arrivons à l'époque de Jeanne d'Arc, alors que les chevaux de l'armée de Charles VII, sacrés le 17 juillet dans la cathédrale, 17 juillet 1429, hein, avaient gâté les vignes du pays rémois, elles se relevèrent, et nous dit une chronique, fleurirent toutes d'une autre pousse et portèrent plus de raisins qu'avant, et dut-on les laisser jusqu'au jour de la Saint-Martin, c'est-à-dire le 11 novembre. On a fait en 1429 des vendanges tardives en Champagne. Bon, il n'en reste plus dans nos caves, malheureusement, pour tester le vendange tardive. Mais tout cela fait partie de cette image du roi qui assure la prospérité, le blé, le vin, en l'occurrence, dans nos régions. Et garant de la fécondité, le roi se devait de pratiquer la générosité, de régaler au sens étymologique du terme. D'après notre historien rémois, don Guillaume Marlot, qui a écrit en 1643 un ouvrage tout à fait intéressant, Le théâtre d'honneur et de magnificence préparé au sacre des rois de France, la grande statue de cerf en bronze qui ornait depuis le XIe siècle la cour du palais archiépiscopal, du palais du Thau, était remplie d'excellents vins. Je cite, on le faisait couler par un petit pertuis pour rafraîchir les Suisses et autres personnes, tant pendant l'entrée du roi qu'au jour du festin. Un petit robinet qui permettait donc de régaler les gardes et l'entourage royal et sans doute beaucoup d'autres mondes. Et bon, la disparition de cette statue à la fin du XVIIe siècle a mis fin à cette coutume médiévale festive qui serait peut-être intéressant de réintroduire. Si nous mettons une fontaine à champagne dans la cour du Palais du Thau, ça devrait assurément assurer une très belle fréquentation, à condition évidemment de prendre auparavant son billet. Alors, ce vin qui coulait à flot dans la cour du palais était accompagné, au sens propre du terme, cum pane, car on distribuait aux pauvres gens les pains tranchoirs, c'est-à-dire ces tranches de pain complet qui servaient d'assiette dans les banquets pour les mets solides et qui s'imprégnaient ipso facto de la sauce. Donc on les distribue après aux pauvres gens, et d'après Marlot, on en distribua plus de 15 000 au sacre de Louis XII. Donc, vous voyez cette largesse royale, le vin, le pain, et au fond, la consécration d'un nouveau roi s'accompagne d'un état de grâce, hein, sinon d'un nouvel âge d'or. Et on peut rajouter à cette dimension les jetons du sacre, c'est-à-dire les pièces qui étaient jetées à la volée dans la nef ou sur le parvis après l'intronisation du roi. Henri III, par exemple, aurait distribué 1000 pièces d'or à son effigie aux invités de marque, évidemment sélectionnés, et 10 000 en argent au peuple pendant que les cloches sonnaient à la volée. Voilà, toute cette largesse royale est indissociable du sacre et de l'état de grâce que nous connaissons parfois encore aujourd'hui quand il y a une élection, mais ça ne dure pas forcément très longtemps. Alors, le vin du sacre, c'est bien sûr le vin de l'Eucharistie. Nous conservons toujours, dans le trésor de la cathédrale de Reims, palais du Thau en l'occurrence, le calice dit du sacre, une coupe en or ornée de pierres précieuses, d'intailles antiques, d'émaux de Cilingrade, sans doute réalisée autour de 1200 entre Meuse et Reims, un calice exceptionnel qui a échappé, Dieu merci, à la Révolution, parce que le roi et la reine, comme on le voit sur cette miniature du sacre de Charles V,
communiaient sous les deux espèces, on le voit bien ici, l'hostie et le calice, deux espèces du pain et du vin. Pendant longtemps, les fidèles laïcs ont reçu le pain et le vin eucharistique. Mais progressivement, à partir du XIIe siècle, seule l'hostie leur a été attribuée. Il y a dans cette mutation sans doute la volonté d'éviter les accidents, les profanations, l'accent mis sur la présence réelle du Seigneur dans les espèces consacrées, du pain et du vin, a amené à prendre des précautions et on a restreint les fidèles laïcs à la seule hostie donnée sur la langue, ce qui limitait évidemment les risques. Mais le rituel du sacre, qui était immuable, a conservé cet antique usage et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les rois et les reines jusqu'au XVIe siècle ont communié sous les deux espèces. Alors, à partir du moment où seul le prêtre célébrant a bu au calice, cette communion royale au précieux sang a été interprétée comme un surcroît de sacralité, parce que le roi était bien le seul laïc à communier au calice, à partir effectivement de cette époque. Et, mais nous sommes incapables de dire quel était le vin servi. Ce devait être le vin habituel de la cathédrale, donc un vin de pays, un vin de rivière ou un vin de montagne qui servait aux célébrations eucharistiques. Et puis, bien sûr, le vin du sacre, c'est le vin du festin. Alors, la première mention d'un repas suivant la cérémonie se trouve dans un texte de la fin du Xe siècle, l'Ordo de Rathold, l'Ordo c'est le texte du cérémonial, euh, sous une forme extrêmement sibylline, post missam pergant ad mensam, c'est-à-dire après la messe, il passe à table. Bon, passer à table après le sacre et la messe, une cérémonie qui durait 5 à 6 heures et avait commencé de bon matin, était évidemment une nécessité physiologique, d'autant que, à cette époque, et les plus anciens d'entre nous l'ont encore connu, quand on communiait, il ne fallait pas manger depuis la veille au soir. Donc, arrivé vers midi, le roi avait quand même sans doute un peu l'estomac dans les talons. Mais il ne s'agit pas seulement de se sustenter, marqué par un banquet le caractère festif de la journée est dans l'ordre naturel des choses. Il n'y a pas de fête sans festin. L'étymologie est là pour nous le rappeler et la fête alimentaire réaffirme les liens qui unissent le groupe autour du roi. Alors sur ce festin royal, les sources sont muettes jusqu'au XIVe siècle. C'est pour Charles IV en 1322 et Philippe VI en 1328 que nous disposons des premiers comptes qui ont été conservés dans nos archives, les archives municipales et communautaires, comme l'on dit maintenant, de la ville de Reims. Et les dépenses de bouche du sacre de Philippe VI sont absolument faramineuses. 50 tonnes de blé, 82 bœufs, 78 porcs, 289 moutons, 85 veaux, 2279 carpes, 3551 anguilles, 40 350 œufs, 10 700 poulets, 801 chapons, 884 lapins, etc. On pourrait continuer assez longtemps cet inventaire. Et on fit 4742 pâtés de viande, nos pâtés croûtes, comme nous disons maintenant. On consomma force moutarde et épices, 409 livres d'amandes, 66 livres de sucre et, j'y viens, 300 poinçons de vin. Alors le poinçon de Reims, valant 204 litres, c'est-à-dire à peu près la pièce champenoise que nous connaissons toujours, ça représente plus de 60 000 litres. Et il fallut, pour les convives, plus de 57 000 écuelles en bois, 8 000
pots de terre, 4000 cruches. Alors, cette dernière mention suffit à montrer qu'il y avait plusieurs milliers de participants à ce festin. Selon Pierre Desportes, historien médiéviste qui avait étudié en particulier ces contes des sacres, je le cite, les 2200 chevaux du cortège de 1328 nous obligent à attribuer au couple royal une suite d'au moins 2000 personnes, mais sans que nous puissions chiffrer aucunement le nombre de barons venus avec leurs gens assister au sacre. De même, la quantité de pots de terre achetés n'entraîne pas à coup sûr un nombre équivalent de buveurs. Donc le roi venait avec, avec sa cour, et puis le sacre attirait évidemment de nombreux vassaux des environs. Alors il va sans dire que la grande salle du palais archiépiscopal, nous la voyons ici dans son état fin 15e, restauré après la guerre de 14-18, la grande salle du palais ne pouvait accueillir tout le monde. Et la mention de pots de terre dans ces textes indique bien un moindre degré de faste pour des milliers de convives sans distinction qui étaient installés dans ce que les textes appellent des grandes loges de charpenterie, qui étaient édifiées pour la circonstance dans la cour du palais, ou à l'arrière, dans ce qui correspond au jardin aujourd'hui. Mais on y déploie parfois encore des tentes pour des cérémonies de l'ordre des couteaux. Mais les invités privilégiés avaient droit, eux, dans la grande salle, à une vaisselle plus précieuse et ils devaient se conformer à une stricte étiquette parce que le festin de cour a pour objet la mise à l'honneur du roi par un cérémonial tout à fait particulier qui, par la place, par le couvert, par la présentation des plats, met le roi au-dessus des autres convives. Alors, jusqu'à la fin du Moyen Âge, le banquet royal, en tout cas jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le banquet royal a gardé la disposition du banquet du Moyen Âge, c'est-à-dire, on le voit sur cette gravure du sacre de Louis XV, des tables disposées en U, le roi étant seul à sa table, située dans le fond de la salle, devant la grande cheminée, où l'on pouvait éventuellement faire du feu, si la saison le demandait, bien sûr. Le roi avait le dos au feu et le ventre à table, comme dit un texte de façon plaisante. Et les autres convives étaient placés de part et d'autre, dos au mur. Ils n'occupaient qu'un côté de la table, puisque l'espace central était laissé libre pour le service. S'il y a encore une centaine de couverts au festin de Louis XIII, à partir de Louis XIV, le nombre des heureux élus ne dépasse pas la trentaine, et c'est ce qu'on voit encore pour ce sacre de Louis XV, hein, afin de mettre en valeur le roi revêtu de son manteau, le roi portant couronne, et le roi entouré des 12 pairs de France. Voici une autre représentation, un tableau de Pierre-Denis Martin, qui représente le festin du sacre de Louis XV. Alors, évidemment, c'est une vue d'artiste qui se serait installée dans la cheminée, puisque là, on voit le roi de dos, enfin, de trois quarts, à sa table, seul à sa table. Alors, il y a beaucoup de monde, mais si nous regardons bien, nous voyons que les convives attablés sont peu nombreux. Et j'y reviendrai, les dames ont une place tout à fait à part. Alors, le roi nous apparaît d'abord sur cette image entouré des, des 12 pairs de France. Alors, les 12 pairs de France sont apparus dans la liturgie du sacre à la fin du XIIe siècle, un moment d'exaltation de la chevalerie, des chansons de gestes, et les 12 pairs de France renvoyaient aux compagnons de Charlemagne, 12 barons qui entouraient l'empereur à la barbe fleurie. Et ces 12 pairs étaient 6 ecclésiastiques, 6 laïcs, 6 ducs, 6 comtes,
et il reflétait la carte féodale de cette fin du XIIe siècle. Alors il y avait parmi les ecclésiastiques l'archevêque-duc de Reims, les évêques-ducs de Laon et de Langres, les évêques-comtes de Beauvais, de Châlons et de Noyon, et parmi les laïcs, les ducs de Bourgogne, de Normandie et d'Aquitaine, les comtes de Flandre, de Toulouse et de Champagne. Voilà les 12 pairs tels qu'ils apparaissent dans les textes. Et ces 12 pairs ont été conservés dans le cérémonial du sacre jusqu'au sacre de Louis XVI, même si assez vite, certains de ces grands fiefs n'avaient plus de titulaire puisque le comté de Normandie, le duché de Normandie a été confisqué par le roi Philippe-Auguste à Jean sans Terre, que le comté de Champagne et le comté de Toulouse sont rentrés dans leur domaine royal par héritage, car ils étaient tombés en quenouille, étaient échus à des filles, et qui ont épousé évidemment un fils du roi. C'était la meilleure façon d'agrandir le domaine, mais on a gardé cette fiction des 12 pairs jusqu'au bout. Et ces pairs jouent un rôle éminent dans le sacre, en particulier au moment du couronnement, ils étaient appelés par leur nom afin de soutenir au-dessus de la tête du roi la couronne, comme les arcs-boutants du trône, un très beau texte qui explique cela. Ensuite, c'était l'archevêque seul qui déposait la couronne. La couronne vient de Dieu, elle vient d'en haut, elle ne vient pas des grands du royaume. Tous ces signes sont extrêmement importants parce que n'oublions pas que ceux qui assistent au sacre ne voient que de très loin, n'entendent pratiquement rien, n'y comprennent peut-être pas grand-chose puisque c'est du latin, donc il faut des gestes très expressifs. Et ce geste des arcs-boutants, nous le voyons bien dans ce couronnement, les pairs sont là pour soutenir le roi, être c'est les fidèles qui vont appuyer son règne. Mais nous les voyons ici aussi partager le pain, être les compagnons au sens propre du roi. Alors nous avons un caractère symbolique tout à fait évident. Le roi sacré tient la place du Christ entre les 12 apôtres. Il préside une scène, écrivons scène avec un C, bien évidemment, euh, une scène qui a un caractère rituel, pour ne pas dire paraliturgique. Euh, Ce caractère paraliturgique est souligné d'une part par l'exclusion des femmes, et nous voyons bien sur ce tableau que les dames sont installées dans une tribune, et aussi exprimé par le costume des participants, en particulier si nous regardons à droite les pères ecclésiastiques, nous voyons qu'ils sont à table en mitre et en chape. Ce n'est quand même pas une tenue habituelle pour passer à table. Si vous recevez votre archevêque à dîner, je ne pense pas qu'il arrive en mitre et en chape. Et la mitre et la chape, c'est ce que l'on porte pour les processions, pour les vêpres. Donc nous sommes vraiment encore dans une liturgie. Et les 12 pères, comme je viens de le dire, qui supportent la couronne, qui partagent le pain et le vin avec le suzerain, mais c'est en même temps une réunion de grands vassaux. Alors, la table n'est pas ronde. Tout à l'heure, je faisais allusion au roman de chevalerie, bien sûr, au roman arthurien. On pense au chevalier à la table ronde. Bon, la table n'est pas ronde, ça serait contraire à tout le contenu idéologique du sacre qui distingue le roi du commun des mortels, mais il y a bien une dimension féodale avec ces grands vassaux qui entourent le roi. Raison de plus pour que les dames n'y aient pas leur place. Désolé. Mais nous sommes dans le symbole. Alors, l'analogie avec la Seine n'a toutefois pas été portée à l'extrême, qui aurait été de réduire le nombre de convives à 13. On voit sur cette image, il y a quand même eu, outre les pairs de France, quelques princes du sang, des ambassadeurs ou quelques rares grands seigneurs que le roi voulait honorer, mais ça ne va pas plus loin pour les derniers festins que nous connaissons. Alors nous voyons, voilà, le premier plan, le roi sur la table est surmontée d'un dais, bien évidemment, pour le singulariser. À gauche, la tribune où les princesses ont été installées, je cite ce très beau texte, afin qu'elles puissent commodément voir manger le roi. Et puis, dans les deux angles, dans le fond, nous voyons, opposés à la cheminée, deux grands buffets où l'on devait rincer les verres. Et l'usage, en effet, on le voit quand on regarde les détails de ce tableau, était de ne pas disposer les verres sur la table. Les convives appelaient un serviteur quand ils voulaient
boire et on remplissait plus ou moins son verre. Évidemment, cet office à la table de Sa Majesté revenait au grand échanson. Alors bien sûr, la question que tout le monde se pose, quel vin buvait-on au festin du sacre? Examinons, pour terminer cet exposé, les archives conservées. D'abord, j'y faisais allusion, les contes de l'échansonnerie de Charles IV, 1322. Et comme je pense, vous devez pouvoir le lire sur l'écran, parce que l'écriture n'est pas si compliquée que cela, le texte mentionne d'abord l'achat de grenache euh, pour 16 livres. Vous voyez sur la première ligne, hein, premièrement, Philippe Naguenet pour Garnache, 16 livres. Le vin de Grenache, c'est un vin liquoreux originaire d'Alicante ou de Malaga en Espagne que l'on consommait à l'apéritif. Et puis, quand on suit le texte, viennent de nombreux tonneaux dont le contenu n'est pas précisé, sauf pour 4 queues c'est-à-dire double tonneau, de vin de Beaune. Et nous le voyons aussi à la deuxième ligne, le vin de Beaune. Le vin de Beaune, euh, 4 queues de vin de Beaune. C'est-à-dire oui, le vin de Beaune, 30 livres, 17 sous, 6 deniers, soit quand même plus de 2000 litres. Alors, le vin qui n'est pas identifié est un vin de pays. Alors, nous voyons dans ce texte-là qu'un certain Guillaume de Mailly reçoit 4 livres, 11 sous et 6 deniers pour être allé chercher à Chalon-sur-Marne les vins de Beaune et de Grenache qui étaient acheminés par voie d'eau. Oui, pendant très longtemps, c'est Chalon qui était le port fluvial du commerce du vin. Épernay n'a pris le relais qu'au XVIIIe, c'est beaucoup plus tardif. Et Chalon avait une part importante dans l'exportation par la vallée de la Marne, et puis en l'occurrence chez nous évidemment la vallée de la Velle, c'est supposé un certain portage des tonneaux de vin. Alors, quand on ne précise pas qu'il a fallu aller chercher les tonneaux à Châlons, c'est qu'ils venaient des environs immédiats, qu'ils ne nécessitaient pas très long transport, et venaient de la montagne de Reims, le massif de Saint-Thierry, la vallée de la Marne éventuellement, mais enfin bref les vins, les vins de pays. Le texte nous précise aussi que Guillaume le Potier a fourni 7 000 pots et 1 000 cruches. Alors, beaucoup plus détaillés sont les contes du sacre de Philippe VI en 1328. Et ça vaudra la peine, puisque nous allons bientôt célébrer le 7e centenaire du sacre de Philippe VI, euh, de, de revenir sur ces documents, de les éditer. Bon, j'espère que j'aurai le temps de m'en occuper. Ces comptes nous donnent une liste de fournisseurs et de prix. Ça, c'est extrêmement précieux. La récapitulation fait état de 140 tonneaux de vin de rivière, c'est-à-dire de vin de la vallée de la Marne. Alors, ça n'est pas précisé pour toutes les lignes, mais ça se déduit par la valeur facturée de 7 à 8 livres la queue. La queue, c'est 2 poinçons, c'est-à-dire approximativement 400 litres. Exceptionnellement, ces vins de pays sont vendus, facturés 9 à 10 livres. Et il doit s'agir de vins blancs issus du cépage Fromenteau qui était apprécié à cette époque. Mais apparaît aussi dans les contes un vin ordinaire pour les serviteurs, par exemple 3 queues de vermeil à 6 livres chacune. Alors ça c'est peut-être plutôt du vin de Gouais qui était le vin moins prisé à cette époque. Donc un rouge léger. Mais le haut de gamme, ça reste évidemment dans ce texte, le vin de Beaune, donc de Bourgogne. Pierre Noël en fournit 5 tonneaux, des gros tonneaux, une jauge d'environ 500 litres, à 28 livres l'unité. Donc l'écart est considérable avec le vin local. Je vous rappelle tout à l'heure, 7-8 livres, 9-10 livres, bon, pour des tonneaux un peu plus petits, mais tout de même, il y a un écart tout à fait important. Et Thomas de Cabourg et Chanson du Roi
fournit 5 tonneaux de vin de Beaune à 26 livres. Il fournit aussi 30 queues de vin de Saint-Pourçain à 12 livres. Et alors, là, nous avons un autre vin qui est apprécié à la cour. En fait, ça reflète les usages de la cour. Le roi transpose dans le festin rémois la carte des vins qui lui était familière, le vin de Beaune et le vin de Saint-Pourçain. Saint-Pourçain, c'est le nord du Massif central. Aujourd'hui, Saint-Pourçain a quand même perdu, il faut le dire, une partie de sa réputation. On peut en trouver encore. J'en ai fait l'expérience, pas forcément très concluante. Et il n'est pas vendu plus cher d'ailleurs que le vin de pays à ce moment-là. Et donc, les champenois ont dû relever le défi. Ils ont été contraints de faire évoluer leur production parce qu'on s'aperçoit effectivement que, à partir de la fin du XIIIe au XIVe, les vins blancs, qui jusqu'alors avaient la faveur des consommateurs, ont été remplacés par des vins rouges ou des vins clairets sur les tables aristocratiques. Alors, vous savez qu'il y a une question qui se pose et dont nous n'avons toujours pas la réponse. Euh, à partir de quand, en Champagne, a-t-on introduit le cépage bourguignon, le pinot, qui a permis aux champenois de tenter de rivaliser avec les beaunois? Ouais. Mais toujours est-il que la vinification en rouge, et en rouge léger, s'est progressivement développée dans notre région et que progressivement, l'écart s'est comblé. Au sacre de François II, en 1559, le vin de Bourgogne était vendu à Reims 20 livres la queue et le vin de Champagne, commençait à utiliser cette expression, 14, 17, 19 livres. Donc, compte tenu des énormes frais de transport, nous voyons que ces chiffres mettent quasiment à égalité les deux appellations d'origine et progressivement, l'écart s'est comblé. Et alors, au sacre de Louis XIV, ben, nous sautons hein, les siècles, mais tout ça, c'est les aléas de la conservation des archives. Les archives des sacres ne sont pas très, très riches. Au sacre de Louis XIV, en 1654, donc, une brève mention des dépenses de l'échansonnerie signale encore du vin de pays et du vin de Beaune pour la bouche du roi, comme des autres, et vin d'Hippocrate et de Gallien. Il y a eu 22 queues et demie de vin qui a coûté 326 livres, 16 sous et 4 deniers. Donc environ 9000 litres, y compris donc des vins épicés, Hippocrate, Gallien, hein, des vins placés sous le patronage d'illustres médecins de l'Antiquité, Hippocrate et Galien, dont on appréciait depuis l'Antiquité les vertus apéritives ou digestives. Hein. L'Hippocrate, ben, nous le connaissons encore aujourd'hui. Hein. Après tout, ça rappelle aussi un petit peu les vins chauds que l'on nous sert dans les marchés de Noël, les vins épicés, qui étaient censés faire digérer. Et alors, le journal du sacre de Louis XV, 1722, fait état de 55 pièces de vin achetées à un prix bien supérieur à celui du sacre de Louis XIV, souligne une petite mention, en raison de la petite récolte de 1721. Ah, année en un, année de rien. Les vignerons nous disent encore cela aujourd'hui, c'est vrai que 2021 n'a pas été formidable. C'était une mauvaise récolte en 1721, donc le vin était cher, 600 livres la queue, et ce vin était fourni essentiellement par le comte de Sillery, qui aux portes de Reims avait d'importants domaines. Et outre 10 pièces de vin commun pour les ouvriers, il y avait 32 pièces de vin blanc et 13 pièces de vin rouge, y compris 2 pièces de Bourgogne. Donc on n'abandonne pas complètement le Bourgogne, mais il est devenu, vous le voyez, très minoritaire. Et il y a cette phrase extraordinaire que nous pouvons lire au milieu de ce document, de cet agrandissement que je place sur l'écran. On fit tirer la plus grande partie des meilleurs vins en flacons, les uns mousseux, les autres non. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Dans ce texte, c'est la première fois que du vin de champagne effervescent était servi à un sacre, car pour Louis XIV, 1654, il n'était pas encore question. Chronologiquement, c'était impossible.
euh, Louis XV a été le premier roi à boire du champagne, comme nous dirions aujourd'hui. Bon, il n'avait que 12 ans, il a dû en user avec modération, mais on était moins regardant à l'époque et le petit roi a dû apprécier, peut-être un peu coupé d'eau, le vin mousseux, selon l'expression de l'époque. Et alors, du vin, c'était le premier sac au champagne. Et nous n'avons pas manqué en 2022, avec l'Ordre des Coteaux, d'en faire mémoire dans la salle même du Palais du Tau, bon, actuellement fermé, mais que nous retrouverons avec joie quand s'ouvrira le musée des Sacres dans un peu plus d'un an. Du vin mousseux à 30 sols la bouteille, alors que le vin blanc en coûte 25, est mentionné dans les comptes du Sacre de Louis XVI, 1775. Et on a ici la mention de bouteilles qui ont été envoyées à Paris après la cérémonie, parce que ce qui n'a pas été bu n'est évidemment pas perdu. Et pour les vins d'honneur et le festin, nous voyons vin rouge, vin blanc, en pièces et en bouteilles, fournis par des négociants champenois, parmi lesquels on relève François de la Motte, dont la famille a fondé en 1760 l'une des plus anciennes maisons qui existent encore. Mais nous n'avons pas dans ces comptes le détail précis des bouteilles de mousseux. Et le vin de Bourgogne n'est plus mentionné. Et alors, pour finir, 50 ans plus tard, en 1825, le sacre de Charles X. Charles X a pensé conforter la légitimité de la royauté retrouvée en se faisant sacrer à Reims. Une commission présidée par le Premier ministre Villèle fut chargée d'expurger la cérémonie qu'on voulait moins longue et surtout compatible avec la nouvelle conception d'une monarchie restaurée sur les bases d'une charte constitutionnelle. Je ne vous parlerai pas du sacre proprement dit, me concentrant sur le festin, qui, il faut bien le dire, n'était plus que l'ombre de lui-même. Bon exemple du respect formel de certaines traditions et en même temps de l'irruption de nouvelles pratiques politiques. Ce festin que nous voyons sur cette lithographie est une bonne illustration. Euh, il est demeuré une sorte de communion mystique dont les princesses, comme auparavant, étaient les témoins depuis une tribune, mais l'ordonnance des tables formait désormais un rectangle. Et il y a beaucoup plus de monde à table. Le roi accueillant auprès de lui les princes du sang, les ecclésiastiques, des ministres, le corps diplomatique, des parlementaires, et, tenez-vous bien, le festin a duré une demi-heure au son d'une musique militaire, et le roi, d'après les textes, n'a pris qu'un bouillon, ce qui est dangereusement prémonitoire. En fait, le festin, le centre de gravité, s'est déplacé à l'hôtel de ville, où la veille, le jour, le lendemain, le surlendemain du sacre, furent organisés à 6 heures du soir 4 banquets de 150 couverts, où défila la fine fleur des notables, les maires des bonnes villes, les membres de l'Institut et des grands corps de l'État. Et pour ces festins, on a mis les petits plats dans les grands. En juger par les factures du glacier Fromont, successeur de Tortoni, 650 kilos de glace et de sorbet. Un tour de force, c'était la fin du mois de mai. Il n'y avait pas à l'époque de réfrigérateur, c'était la glace de l'hiver conservée dans les glacières, dans les caves profondes, et on a fait venir de la glace de Châlons et de Troyes parce que celle de Reims ne suffisait pas. Nous avons également dans les archives la facture du traiteur parisien, Lointier, 95 francs par convive. Malheureusement, il ne donne pas le détail des mets. C'est une lacune tout à fait regrettable. Et puis, nous avons, et ça c'est extrêmement détaillé, extrêmement précieux, toute la facture des vins, parce que les vins étaient fournis par la ville, donc dans nos archives municipales, nous avons le détail précis de tout ce qui a été bu. En l'occurrence, pendant ces 4 banquets, 1002 bouteilles. Donc, les invités ne risquaient quand même pas de mourir de soif. Alors, la liste montre bien qu'en Champagne, à l'époque,
la production et la consommation donnaient encore la première place au vin rouge tranquille, 618 bouteilles, loin devant le blanc crémant, 157, et le blanc mousseux, 96. Donc un total de 253 bouteilles que nous qualifierions de champagne aujourd'hui sur les 1002. Donc chaque convive pouvait disposer bon, au moins d'une bouteille de vin rouge et éventuellement d'une demi-bouteille de champagne. Alors, c'est intéressant de voir ce qui a été effectivement euh, consommé parce que nous avons la liste, on le voit sur le document, des fournisseurs, des quantités livrées et de ce qui a été ensuite remporté. Alors, si les vins rouges, il faut dire les vins plutôt ordinaires, ont été entièrement bu. Là, ainsi que les vins de Bordeaux, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Il est tout à fait incroyable de voir que sur 200 bouteilles de blanc crémant, on n'en a bu que 157, 43 ont été renvoyées en cuisine, et sur les mousseux, 200 bouteilles, 96 ont été bues et 104 ont été renvoyées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, peut-être que les serveurs avaient la consigne de liquider d'abord les vins les moins chers, les vins rouges tranquilles, après toute cette bonne guerre, et qu'à la fin du repas, les convives n'avaient quand même plus très soif, puisque les vins effervescents étaient servis plutôt en dessert. Alors, et on s'aperçoit que finalement le blanc crémant, qui accompagne sans doute plus facilement le repas, dans les usages de l'époque, a été plus apprécié que le vin mousseux, dont on a envoyé plus de la moitié. C'est quand même assez significatif des usages de table. On s'aperçoit que les habitudes de consommation ne sont pas encore très, très ouvertes à nos vins effervescents. Alors, des vins qui ont été fournis par différentes maisons de champagne. Le maire de Reims, François-Irénée Runard de Brimont, avait eu l'élégance, bien qu'il était lui-même, comme nous le savons tous, négociant, de passer commande à des confrères. Nous avons encore les noms et certains et les quittances également. De ces maisons sont encore actives. Gosset a fourni du vin d'Aï rouge, et entre autres du vin de la Comète, dont on parle tout à l'heure. Nous trouvons dans les quittances aussi Heidsieck ou Forest Fourneau, qui a été créé en 1734 et qui a été racheté 2 siècles plus tard par Pierre Tétinger qui lui a donné son nom. Et donc il y a encore des maisons qui peuvent se prévaloir d'avoir servi la table de Charles X. Mais alors, il n'y avait pas sur la table du festin que des vins de pays. Il y avait aussi 49 bouteilles de Bordeaux, qui étaient en l'occurrence du Lafite, 40 bouteilles de Madère, 20 de Malaga et 22 de Muscat. C'est-à-dire qu'on a sur ces tables-là, au fond, la carte des vins de la France de l'époque, peut-être plutôt de la France bourgeoise du début du 19e siècle. Ce banquet est un petit peu le reflet hein, d'une société. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde ces documents, c'est de voir l'échelle des valeurs. Si on reprend des tableaux récapitulatifs, en arrondissant un petit peu, viennent en tête, dans ces comptes du sac de Charles X, à 6 francs, le blanc sec de Sillery, et le rouge 1811, le fameux vin de la Comète, d'Ailly ou de Verzenay. Madère et Malaga, qui sont de provenance lointaine, sont respectivement à 5,50 et 5 francs. Le vin blanc mousseux d'Ailly, première qualité, 4,80, puis 4 et 3,50. Le Bordeaux, Lafite, 3,75, suivi du blanc et du crément de Sillery à 3,70, le rouge étant à 3,30. Devant le muscat, de 25, Aïe rouge, de 50, donc moins de qualité que le fameux vin de la Comète, puis descend en gamme avec des vins ordinaires, rouge 1822 à 1,50 voire 1 franc. C'est ces vins que les serviteurs ont fourgués en priorité aux convives, mais qui manifestement ne s'en sont quand même pas trop pleins. Donc il y a un écart
de 1 à 6 entre le bas et le haut du tableau. Entre nous, c'est bien inférieur à ce que nous connaissons aujourd'hui, parce que si l'on peut trouver des vins à moins de 3 euros dans la grande distribution ou chez les petits vignerons, peut-être pas chez nous, hein, il faut en débourser plusieurs centaines, nous le savons, pour accéder aux grands crus, hein. Et comme je vous le disais, on s'aperçoit bien qu'en Champagne, sur les vins tranquilles, qui l'emportent sur les effervescents, et les maisons avaient encore du travail dans l'art de la vinification d'abord et de la communication ensuite, pour inverser la tendance tout au long du 19e siècle et faire passer le vin effervescent en tête jusqu'à éclipser, mais seulement au 20e siècle, hein, les vins tranquilles qui n'ont quand même pas totalement disparu. Alors, dernière question que je poserai, que représentent ces prix pour les consommateurs de 1825, hein? Rechercher la correspondance entre le franc de l'époque et l'euro d'aujourd'hui, un franc égalerait environ 2,50 €, ça n'est pas pertinent compte tenu de la différence de niveau de vie. Ça n'a pas de sens de faire ce genre de calcul. Il faut plutôt considérer les salaires du temps. Et qu'est-ce que l'on gagne? Qu'est-ce que l'on gagne quand on a un salaire modeste? Le salaire modeste, c'est celui des filatures dans notre ville de Reims qui a d'abord une production textile. Production de vin minoritaire encore, hein, dans l'économie rémoise à ce moment-là. Eh bien, dans les filatures, le salaire se situe entre 1 et 2 francs pour les hommes, 50 à 90 centimes pour les femmes, 50 à 60 centimes pour les enfants. N'oublions pas qu'à cette époque, les enfants, souvent dès l'âge de 12 ans, sont envoyés au travail. Bon. Les ouvriers, donc, modestes, gagnaient un franc, un franc 50. Donc, autrement dit, À tous la les vins dont nous journée. venons de parler, À la journée. à la À journée, la oui, à la journée. journée. Les vins c'était le salaire à la journée. Ça veut dire qu'il fallait plusieurs journées de travail, pratiquement une semaine de travail, pour s'offrir une bonne bouteille de vin de la Comète ou de vin effervescent, hein. Donc, nous sommes tout de même ici dans une production qui apparaît relativement un luxe par rapport au commun des mortels de cette époque. Et nous pouvons dire que François-Irénée Ruinart de Brimont a bien reçu ses invités. Le maire de Reims, qui pour la peine, qui était beaucoup dépensé pour l'organisation du sacre, a reçu le titre de vicomte et a été promu officier de la Légion d'honneur, François-Irénée Ruinart de Brimont, dont nous gardons le souvenir et dont le nom est encore précieusement conservé par une bonne maison. Merci Patrick. Alors, merci de nous avoir consacré du temps, puisqu'on l'a vu, c'est une année très chargée pour toi. Ton engagement auprès de la mission UNESCO fait que bah, tu vas porter la bonne parole sur les célébrations des 10 ans de l'inscription. Et puis, nous travaillons aussi sur le plan de gestion 2025-2035. Et puis, l'année des 200 ans du dernier sacre des rois de France. Donc, ça nous donne plein de raisons de venir t'écouter dès demain au Relais du Goût, euh, qui auront lieu à Reims, sur le Au pied de parvis, la au porte pied de la Marche. porte de Marne. Voilà, voilà. Voilà. Et puis l'année prochaine, nous aurons le 8e centenaire du sacre de Saint-Louis, 1226. Il y a encore du pain sur la planche, sans attendre 2029 pour le 6e centenaire du sacre de Charles VII Bon, avec Jeanne d'Arc. Oui, j'ai mon calendrier bien rempli. Et, formidable. Alors, garde-nous une petite place oui, c'est promis. pour un nouveau sujet qui complétera ton feuilleton, puisque tu as déjà couvert l'identité de la Champagne, les vins au Moyen Âge, etc., etc. Donc, je vous renvoie à la liste du tout début de la vidéo, si ça vous a intéressé. Merci à vous pour votre écoute et merci beaucoup, Patrick. Voilà, au revoir et à bientôt.